Tant attendu par au moins 4 personnes, ça y est, c'est la première de Driss te parle, et ça fait plaisir. Alors pour ma première chronique, j'ai voulu vous parler de Delirious d'Eddie Murphy, ce n'est pas anodin. C'est un spectacle que j'ai découvert quand j'étais môme. Je me rappelle, mon père et moi, on adorait Eddie Murphy, et pour vous illustrer le truc, lorsqu'il y avait le flic de Beverly Hills qui passait le soir à la télé, c'était comme un petit événement dans ma famille. Avant le début du film, mon père faisait semblant de sortir des clopes, il revenait avec un quick. Le film démarrait, on éteignait les lumières. Du coup, c'était aussi des soirs où je pouvais aller dormir bien après le générique de fin des Simpsons. Bref, le bonheur quand t'es gosse. Et donc, quand mon père m'emmenait au vidéoclub, je scannais toutes les jaquettes pour trouver un film de lui qu'on n'avait pas encore vu. Et un jour, je tombe sur son spectacle. Sans hésiter, je fais des pieds et des mains pour qu'on le loue. Problème, c'était évidemment pas doublé, c'était sans sous-titres, je bitais que dalle en anglais. Mais j'étais là, c'est pas grave, j'ai déjà plein de cassettes de Michael Jackson où c'est tout pareil, j'arrive quand même à kiffer, et donc je l'ai convaincu de le louer. Erreur d'appréciation majeure, le visionnage s'est avéré être une expérience pénible, je catchais mais que dalle, en plus j'étais complètement débile, je me disais mais c'est même pas la même voix. Bref, fallait pas perdre la face et j'ai essayé de profiter de la location à 100 francs belges, alors je me marrais chaque fois que j'entendais fuck et shit. Petite anecdote, il dit quand même 230 fois fuck et 170 fois shit. Mais si je me rappelle bien, mes parents avaient arrêté le supplice avant la fin et ça fait quand même 70 minutes le bazar. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que je suis retombé dessus et que j'étais en mesure de le comprendre. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ce ne sont que ces dernières années que j'ai vraiment réussi à l'apprécier, à sa juste valeur. Et donc, je voulais vous en parler. Jingle! J'ai pas de jingle. Et donc, Delirious, c'est le premier spectacle filmé d'Eddie Murphy. Avant ça, il avait sorti ce que les Américains appellent un special, mais c'était exclusivement sous forme d'album audio. On est en 1983, Eddie a 22 ballets, il se retrouve à jouer à Washington DC devant près de 4000 personnes. D'ailleurs, petite anecdote, 40 ans auparavant dans cette salle, le Dark Constitutional Hall avait annulé la prestation de la chanteuse Marian Anderson sous prétexte qu'elle était afro-américaine. Eddie Murphy, propulsé en quelques années au rang de star, est dans les tout premiers comédiens humoristes black, après Richard Pryor et Bill Cosby, à être capable d'attirer autant de monde. D'ailleurs, ces mecs-là, ils lui sont contemporains. À ce moment-là, ils ont déjà 40 ans. Richard Pryor admettra qu'il mettait des distances entre lui et Eddie parce qu'il le voyait comme une menace. Le mec, ça faisait 16 ans qu'il était dans la place, il était à son 6e spectacle et il voit un petit jeune qui a été débauché par le Saturday Night Live à 18 ans et qui, en 4 ans, devient quasi plus populaire que lui. Donc, on peut un peu comprendre la rivalité. On est donc aux États-Unis, dans les années 80, t'as 22 ans, tu passes tous les samedis soirs à la télé, l'année passée, tu étais aux côtés de Nick Nolte dans 48 heures de plus. Cette année, t'es à l'affiche d'Un fauteuil pour deux avec Dan Aykroyd. Bref, t'es une méga star. Si vous savez dire Dan Aykroyd, vous m'envoyez un message. Bon, bref, t'es une méga star. Tu te mouches dans des billets de 100$ et ça rate pas. T'en fais des tonnes. Au début de la vidéo de son spectacle, on le voit arriver en jet privé avec son crew, puis en limousine accompagné par une patrouille de police. Bref, à côté de ça, l'entrée de spectacle de Jamel Debbouze avec sa décapotable de location dans les rues de Miami, ça a un peu une saveur de couscous. D'ailleurs, si t'entends ça, Jamel, je te kiffe, je te dédicacerai d'office une chronique. Et donc là, il monte sur scène, et là, c'est parti. Années 80, afro-américain, en stand-up, dont l'humour a des origines à la base très communautaires, je ferai une capsule dédiée là-dessus. Il se retrouve seul face au public, et ça balance. Il chauffe la salle avec ce que je qualifierais d'humour d'opposition. On va opposer des communautés bien identifiées en exagérant les traits, misant sur des stéréotypes et en se moquant les unes des autres. Son spectacle se retrouve donc parsemé de petites vannes sur les Chinois, sur les Noirs, les Blancs, les femmes, les gros, les gays. Mais encore une fois, c'est pas là-dedans qu'il est le meilleur. C'est avant tout un comédien et un imitateur hors pair. Alors, âme sensible sur le sujet, la communauté homosexuelle en prend plein la face pendant les 15 premières minutes. Il s'en est d'ailleurs excusé quelques années plus tard, mais il faut remettre les choses un peu en contexte. Fin des années 70, début 80, on est vraiment en plein dans une mouvance de libération sexuelle, complètement insouciant, bref, ça s'envoie en l'air grave, et bim, en 1981, le sida fait son apparition.
Pour la petite histoire, c'est l'agence épidémiologique d'Atlanta qui annonce au monde médical que 5 patients homosexuels à Los Angeles souffrent d'une forme de pneumonie rarissime. Ni une ni deux, la presse se jette dessus, on parle de peste rose, sorte de punition divine à l'égard des homosexuels pour leur déviance, et ce n'est qu'un an après que l'universalité de la maladie est déclarée officiellement par les autorités. Alors, quand on fait du stand-up à cette période-là, à son âge, on se nourrit de l'actualité, on fait des raccourcis, on est maladroit, et évidemment, ce genre de sujet, qui d'apparence ne touche qu'une communauté bien précise, devient du matériel exploitable. Si vous êtes trop sensible par rapport à ça, essayez de faire abstraction de ces 15 premières minutes parce qu'elles ne sont vraiment pas représentatives de son talent. D'ailleurs, si vous arrivez ne serait-ce qu'à prendre un peu de recul, tout n'est pas à jeter dans ces 15 minutes. Les femmes sont également invitées à la fête, donc il y a certains moments qui sont un peu old school, mais c'est principalement dû à l'époque. D'ailleurs, vous verrez durant le spectacle, il y a une intervenante qui va se faire calmer verbalement dans le public, s'en suivra un fou rire généralisé sans aucune intervention même de l'humoriste. Après, si on arrive à faire abstraction de ça, Eddie Murphy fait ce qu'il sait faire de mieux. Il parle de ses souvenirs de jeunesse qu'il arrive à reproduire avec une authenticité de dingue. Rien que l'histoire du camion de glace ou celle dans sa baignoire, impossible de ne pas sourire. D'ailleurs, pour les plus aguerris d'entre vous, lorsqu'il raconte sa visite chez un ami d'enfance, Tom Kildare, Tom Kildare, ça devrait résonner dans votre tête car certaines caractéristiques de cette histoire ont été réutilisées. Si vous pensez savoir par qui, balancez ça dans les commentaires, on va voir si vous êtes au taquet. Pour le reste, il interprète magnifiquement bien les comportements qu'ont les enfants tout seuls et entre eux. En fait, c'est pas vraiment étonnant, car il n'y a à peine que quelques années, c'était le cas. Quand il fait ça, il a 22 ans, quoi. Donc, l'adolescence, 12 ans, c'était il y a à peine 10 ans pour lui. Et donc, après, il nous régale de ses talents d'imitation comme Michael Jackson, Mr. T, James Brown, Stevie Wonder. Franchement, c'est du kiff, quoi. Son sketch interminable sur son beau-père Vernon est simplement extraordinaire. L'interprétation de chaque personnage transpire de vérité. D'ailleurs, c'est juste impossible à reproduire. Je serais incapable de vous refaire une vanne tellement l'interprétation est juste et nécessaire à la crédibilité de l'histoire. D'ailleurs, il y fait une allusion à la fin de son spectacle, comme quoi il ne faut pas tenter de refaire ses blagues. Rien que pour cette histoire, à mes yeux, le spectacle vaut la peine d'être vu. Je vais pas vous en dire beaucoup plus car une des composantes principales de l'humour est la surprise, et si je vous en dis trop, je risque de vous gâcher quelques bons moments. Si vous avez déjà un capital sympathie pour le gars du second degré, que vous pouvez tolérer quelques maladresses, que vous n'êtes pas à la recherche d'un humour engagé mais plutôt de quelque chose de léger, et que vous souhaitez passer un bon moment, foncez découvrir ce spectacle. Mais avant ça, j'ai encore 3 petites choses à partager avec vous, afin de vous donner toutes les armes et de pouvoir faire le malin lorsque vous regarderez le show avec un pote. Alors, à un moment, il fait référence à Ralph Kramden et Ed Norton. Alors, ces 2 personnes sont des personnages issus d'une sitcom américaine des années 60, The Honeymooners, qui était hyper populaire et où les 2 mecs, d'ailleurs il y en a un, ils sont un peu gaulés comme Laurel et Hardy, vous comprendrez pourquoi j'insiste sur leur physique, ces 2 gars ils cohabitaient dans le même immeuble et il leur arrivait plein de petits trucs dans la vie de tous les jours, il y a du comique de situation, enfin voilà quoi. C'est une série méga populaire à l'époque. Deuxième chose, à un moment, il parle des Reaganomics. Ça, c'était tout simplement les stratégies économiques promues par Ronald Reagan, qui était, c'est le premier dans le free market. Donc, c'est réduction des dépenses budgétaires, réduction des impôts sur le revenu et le capital, réduction de l'intervention de l'État. Conséquence, à l'époque du spectacle, une augmentation de la pauvreté dans la classe populaire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des débats pour savoir au final s'il y a eu des effets bénéfiques sur le long terme, mais bon, on n'en parlera pas ici dans le podcast. Et la dernière, c'est vers la fin du spectacle, il va faire une allusion à Ricky Ricardo. Et lui, c'est un personnage d'une sitcom américaine, de nouveau hyper populaire dans les années 50, qui s'appelait I Love Lucy. Et le mec avait tendance à souvent pousser la chansonnette, donc vous comprendrez.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez appris des choses, que j'aurai réussi à susciter votre intérêt ou ne serait-ce que vous donner l'envie ou non de découvrir son spectacle qui est dispo dès à présent sur Netflix. D'ailleurs, je vous invite, avant de le lancer, à mater quelques-uns de ses sketchs au Saturday Night Live, ainsi que ses monologues d'intro. Ça vous aidera à comprendre certains passages, comme le moment où il se passe le bras sous le nez lorsqu'il joue un mec qui le menace. Vous allez voir le public se marre, sans ça, vous allez chercher la vanne et laisser passer le bus. Donc, je vous invite aussi, à mater Mr. Robinson's Neighborhood, qui est une parodie de Mr. Rogers' Neighborhood, qui était un programme éducatif pour les enfants. Le concept est de vous faire découvrir un mot écrit sur un panneau en se mettant dans une situation ubuesque. Franchement, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, oui, toi, c'est à toi que je parle. T'aurais pas déjà vu un concept similaire dans l'humour français, un mot sur un panneau ? Enfin, soit, matez donc tout ça. Ça vous donnera une petite idée de la place qu'avait Eddie Murphy dans l'univers médiatique à cette époque. Vous trouverez bien évidemment tous les liens des vidéos dont je vous parle dans la description de cet épisode exclusivement sur ma chaîne YouTube. By the way, si vous avez apprécié ma chronique, si vous avez des remarques, des suggestions ou même des avis sur le spectacle adressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma page Facebook, sur YouTube. En plus, si vous pouviez partager, vous y abonner, franchement, ce serait cool. J'ai besoin de 100 abonnés à ma chaîne YouTube pour pouvoir demander une adresse web potable. Et ouais, le classique, plus il y a d'interactions sur mes pages, plus je gagne en visibilité et tout ça, sans même bouger le cul de votre chaise. En plus, ça me ferait super plaisir et ça mange pas de pain. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss les loulous. Encore une toute dernière chose pour les plus sauvages d'entre vous. Je viens de réécouter mon podcast et si vous voulez jouer à un jeu, vous pouvez aphoner chaque fois que je dis bref ou d'ailleurs. En tout cas, je le note pour la prochaine fois. Tchuss. Bande de bâtards.